Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un corrigé d'un des sujets de la banque 2025 des OCE de physique sur les fluides en mouvement, les fontaines de Versailles. C'est parti. Alors sur ce sujet, voilà, les fontaines de Versailles étaient alimentées tout simplement avec un réservoir qui était à une altitude supérieure à celle du château de Versailles, et donc on ouvrait les vannes, du coup on pouvait faire jouer les fontaines juste par gravité. On n'avait pas de pompe à l'époque, c'était tout simplement la gravité qui faisait le travail. Voilà, donc le but de cette épreuve, bien garder le sujet en tête au cours de quand vous allez le traiter, et de tester si la vitesse d'écoulement de l'eau à la sortie d'une fontaine est compatible à la vitesse prévue par la relation de Bernoulli. Donc ici on va avoir en fait une vitesse théorique, et on va avoir bien sûr une vitesse expérimentale sur laquelle on va travailler. Alors, information mise à disposition du candidat. On retrouvait un schéma très classique sur lequel on peut appliquer la relation de Bernoulli qu'on avait ici, pour retrouver la fameuse vitesse théorique qu'on aurait en sortie d'une bouteille percée qui serait ouverte à l'extérieur. C'est important d'avoir la pression P0 atmosphérique ici et ici, qui se simplifiera, donc il n'y aura pas de jeu sur la pression, c'est uniquement là-dessus, et la différence d'altitude nous amènera à une différence, sera proportionnelle à la différence de carré de la vitesse, ce qui nous amènera à cette expression-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Alors on nous donne la valeur de G. On ne nous demande pas de redéterminer cette relation, mais ça c'est quelque chose que vous pourriez avoir à l'écrit par exemple. Ensuite, on vous parle de débit volumique d'un écoulement. Alors débit volumique, donc l'idée quel volume par unité de temps, donc bien sûr la formule naturelle qui vient là-dessus, quel volume s'est écoulé en fonction de combien de temps, tout simplement le rapport. Mais en fait ici, si on a un volume, c'est-à-dire des mètres fois des mètres carrés, et qu'en bas on a un delta T, on voit que finalement, mètre par delta T, c'est une vitesse, donc un petit v cette fois-ci, attention à ne pas confondre les grands V et les petits v, donc fois des mètres carrés. Et effectivement, section fois vitesse, c'est aussi une façon d'exprimer notre écoulement, si si on prend par exemple un tuyau dans lequel on aurait une quantité de liquide, on peut imaginer le liquide qui serait à cet endroit-là et qui irait à une vitesse V. Si ça c'est la section de votre tube, effectivement cette relation et cette relation sont équivalentes. Voilà. Mais il n'y avait aucun calcul théorique, on vous donnait directement ces formules. Ensuite, on vous donne voilà, la formule qui permet de vérifier si votre résultat, donc la valeur mesurée par rapport à la valeur théorique en fonction des incertitudes mesurées et théoriques respectives, est-ce que c'est bien inférieur ou égal à 2 ? Si c'est oui, c'est gagné, c'est que votre résultat de mesure est compatible avec la valeur de référence. Voilà, ça viendra pour vérifier votre résultat à la fin. Ensuite, on vous donnait la surface du trou percé dans un bidon. Voilà, alors, donc surface du trou en mètres carrés, d'où la valeur assez petite. On serait sur du 2,54 mm² ici. Et la masse volumique de l'eau, que vous connaissez tous, mais qui vous était quand même rappelé. Alors c'est parti, protocole expérimental. Donc à partir des infos mises à disposition, on vous demandait quand même d'établir d'abord le débit volumique en fonction de la masse m de fluide, la masse volumique du fluide et la durée de l'écoulement delta T. Alors masse volumique, on vous donnait la valeur en bas, mais elle apparaît nulle part dans ces formules. Mais il faut que ça fasse tilt, on vous parle à la fois d'une masse de fluide et d'une masse volumique de fluide, et bien sûr vous avez la masse volumique ρ égale m divisé par v qui va vous permettre d'avoir la correspondance. Donc vous savez que le débit va être égal au volume par unité de temps, mais comme vous savez que ρ égale la masse divisée par le volume, c'est-à-dire que votre volume est égal à la masse divisée par ρ, vous allez pouvoir transformer cette équation en m divisé par ρ fois delta T. Voilà, donc là vous avez exprimé Q en fonction de ce qui était demandé, la masse volumique et l'unité de temps. Donc premier appel pour présenter l'expression, pour qu'il puisse vérifier que vous êtes parti dans la bonne direction ou si vous aviez un souci. N'oubliez pas les appels, c'est des appels obligatoires, facultatifs si vous avez des soucis, mais obligatoires pour présenter votre résultat afin d'être sûr que vous ne partiez pas dans une mauvaise direction.
Alors on vous demande ici de proposer un protocole expérimental permettant de déterminer le débit volumique de l'eau s'échappant du trou du bidon. Donc ça veut dire qu'on a un bidon avec un trou. Là sur la banque de sujets, j'ai que le sujet, j'avais pas de bidon imposé entre guillemets. Donc nous on a utilisé une simple bouteille d'eau. Il y a une partie ici qui nous dit afin de pouvoir considérer la hauteur du bidon constante pendant toute la durée de l'expérience, on prendra une hauteur de h égale 20 cm. Donc si on a un bidon, dont le diamètre de la section horizontale est constante, c'est-à-dire qu'on a le même diamètre ici, 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 prendre 20 cm, voilà, il ne faut pas prendre une hauteur qui soit au niveau du goulot parce que là on va avoir un resserrement, mais il n'y aurait pas vraiment de différence. Après, si vous avez un bidon d'une forme particulière, peut-être que 20 cm par rapport au bidon proposé, imaginez que vous ayez les gros bidons qu'on peut avoir dans les fontaines à eau qui ont une forme un petit peu avec par exemple une partie un peu comme ça pour le prendre plus facilement. Hop, bah peut-être qu'ils ont dit voilà 20 cm, vous allez prendre 20 cm parce que 20 cm c'est par ici, et que ici on sait qu'on a des bords par exemple qui sont constants. Et encore sur mon dessin ils sont un peu penchés, mais s'ils étaient bien droits, là on aurait voilà, un débit constant. Alors, hauteur d'eau constante, c'est un peu délicat, c'est-à-dire que plus vous allez avoir votre bidon large, plus la hauteur d'eau sera constante. Là, ça va aller vite si vous commencez à vider. Là, ça va être assez lent. Là, ça va accélérer légèrement. Là, ça va ralentir un petit peu. Hein. On a bien sûr toujours notre trou ici, avec ou sans tuyau. Donc, mes élèves là-dessus, moi j'avais imaginé au début qu'ils partiraient plutôt en se disant on va vite faire une mesure de quelques secondes où ça va se vider entre par exemple ici et ici, et on va considérer qu'en gros ça n'aura pas trop bougé, qu'on aura toujours nos 20 cm ici. Mais ils ont une idée différente et qui n'était pas mauvaise, qui était de dire bah, si jamais je fais une arrivée d'eau constante dans mon bidon pour maintenir mon réservoir à hauteur à 20 cm, à ce moment-là, je peux faire une mesure plus longue, du débit, qui me fera moins d'incertitude au moment où je vais lancer mon débit avec mon chronomètre et au moment où je vais l'arrêter, où je vais avoir un récipient ici pour récupérer. Donc quand on le met, quand on l'enlève, il y a une petite incertitude. Donc prolonger la manipulation, c'était plutôt une bonne idée. Et voilà. Alors l'idée qu'ils n'ont pas eue, mais qu'ils auraient pu avoir, c'était de mettre le bidon en fait au bord du... Alors je vais le redessiner comme ça, hein, je vais schématiser un peu. De mettre le bidon au bord de l'évier pour qu'il n'y ait pas en permanence un récipient à les vider, parce qu'ils avaient un cristallisoire en dessous, et que finalement leur cristallisoire, bah, il était plein, il fallait le vider. Quand il fallait le vider, il fallait arrêter le robinet. Et c'était un peu compliqué. Donc ils avaient fixé, il y avait le robinet d'eau, l'arrivée d'eau qui était là, avec le robinet. Ils avaient connecté un petit tuyau et ils alimentaient en permanence avec de l'eau pour maintenir un débit à une hauteur de 20 cm au-dessus de la sortie du tuyau. 20 cm. Voilà. Donc on avait l'eau qui coulait en permanence dans l'évier. Voilà, une fois que le robinet était bien réglé, ça montait pas, ça descendait pas, ou alors très très lentement, il n'y avait vraiment pas de souci de variation de la hauteur d'eau. Et l'idée ensuite, c'était de récupérer avec un petit bécher. Vous prenez un récipient, un bécher, et vous allez pouvoir, avec un chronomètre, à la fois placer le bécher sous l'eau, juste au moment où vous déclenchez le chronomètre, puis le ressortir au moment où vous arrêtez le chronomètre. Vous avez donc une certaine masse d'eau qui aura été recueillie à l'intérieur de votre bécher, et cette masse d'eau, comme votre bécher n'est pas du tout quelque chose de précis, vous ne voulez pas mesurer un volume d'eau avec un bécher, vous allez le poser sur une balance, et vous allez avoir, comme vous connaissez la masse volumique de l'eau, vous pouvez avoir le volume d'eau. De toute façon, ce qu'on vous demandait en l'occurrence, c'était la masse d'eau, puisque sur le tableau qu'on aura à remplir, ce qui est demandé ici, c'est une masse d'eau en grammes. C'est une masse d'eau en grammes et non pas le volume. Voilà, donc ça c'est le protocole que m'ont proposé mes élèves et qu'ils ont ensuite mis en application. Donc la deuxième solution aurait été
de faire avec une main de bloquer, pardon, avec une main de bloquer ici l'arrivée d'eau, tenir votre chrono, alors mettre un bécher, placer un bécher en dessous, vous prenez votre chrono dans l'autre main et d'une main vous ouvrez le tuyau pendant que vous dégranchez le chrono et vous fermez le tuyau pendant que vous arrêtez le chrono, vous posez ensuite le chrono, vous enlevez le bécher et vous le récupérez pour aller le peser. Voilà, deux options possibles, mais si vous êtes dans la deuxième condition, il faut que le temps soit pas trop long pour que la variation de niveau soit à peu près négligeable. Et c'est encore des choses qui pourront être discutées à la fin de ce sujet. Alors ensuite, mesure du débit, donc là on rentrait dans la manip, la mise en œuvre du protocole proposé. Voilà, gardez à chaque fois le même temps environ d'écoulement et renouveler l'expérience 4 fois. On renouvelle l'expérience pour améliorer la précision du résultat, puisqu'en faisant la moyenne à chaque fois, vous allez récupérer de la précision. Alors, numéro de la mesure, voilà, alors il vous disait refaire l'expérience 4 fois, mais il y avait 5 colonnes dans le tableau. Donc, vous notez les chronos, là, ils ont fait 45 secondes à chaque fois, donc ils pouvaient se permettre une version longue avec leur système. Ils ont mesuré les masses, et ensuite, ils ont calculé le débit volumique à l'aide de la formule qu'on avait déterminée précédemment, que j'ai juste réécrire ici, qui était de dire que Q était égal à la masse divisée par ρ, parce que masse sur ρ, c'était notre volume, divisé par delta T, qui était l'intervalle de temps. Donc on avait la masse qui était dans cette colonne. Attention, on vous demandait de la mettre en grammes dans le tableau. Si vous la mettez en grammes, mais que vous voulez obtenir ici un débit qui est en mètres cubes, il va falloir avoir une masse volumique qui soit en grammes par mètre cube, c'est-à-dire 1 million de grammes par mètre cube pour l'eau, en l'occurrence 10 puissance 6. Voilà, ce qui a été oublié en l'occurrence par mon élève dans ce tableau-là, est-ce qu'il lui faisait des calculs un peu étranges derrière en termes de vitesse. Parce que 5 mètres cubes par seconde, voilà, un mètre cube c'est vraiment une grosse baignoire, donc 5 grosses baignoires par seconde dans le petit tuyau qui sortait de la bouteille, c'était pas crédible. Pensez toujours à vérifier si vos résultats ont du sens quand c'est des valeurs pour lesquelles vous pouvez vous poser cette question-là. Voilà, alors, donc il avait rempli tout ça. Ensuite, détermination de la vitesse d'écoulement expérimentale. Et on vous proposait un programme Python, et là vous aviez le code à compléter. Alors le code d'origine, les fontaines de Versailles, le code d'origine c'était celui-là. Donc là, quand vous avez le code, alors votre niveau de Python, il est variable, mais en tout cas, ce que vous savez tous lire, c'est les commentaires. Donc quand vous voyez notamment des lignes à compléter par le candidat, effectivement, bien sûr, il faut sauter dessus. Ligne à compléter par l'évaluateur, donc ça, normalement, votre code, la ligne de code aura été nettoyée du commentaire d'ailleurs, et vous aurez directement ici le diamètre de du trou de la fontaine en millimètres. Hein. Nous, on avait un diamètre de 0,9, donc ça faisait 1,8 mm de diamètre. Ensuite, on vous demande la surface du trou. Alors attention, ils vous tendent des pièges. Ici, on a des millimètres. Ici, on a des mètres carrés. Les unités ne correspondent pas exactement. Donc la surface du trou, si on vous donnait... La surface du trou, elle était donnée directement dans le sujet. Dans le petit encadré que vous avez plus sous les yeux, mais que je vais retrouver. C'était pas la valeur, de toute façon, je l'ai noté là. C'était du 2,54 10 puissance moins 6 mètres carrés. Vous pouviez tout simplement la retrouver en faisant pi fois r carré. Si elle ne vous avait pas été donnée, qu'on vous avait donné juste le rayon, vous pouviez le calculer et puis rentrer la valeur numérique trouvée. Vous pouvez aussi le calculer directement dans Python. Alors pour info, quand j'ai essayé de mettre cette formule avec pi, alors pi ou mat.pi, fois 0,9 qui était mon rayon en millimètres, donc 0,9 10-3 élevé à la puissance 2, donc avec deux étoiles pour la puissance. C'est refusé, si vous ne mettez pas, il faut rajouter import mat pour avoir cette fonctionnalité-là. Mais voilà, vous ne prenez pas la tête, si pi ne marche pas, vous mettez 3, 14, 16 directement, ça ira très bien. Vous pouvez mettre une précision un peu plus grande si vous avez des résultats qui sont précis dans vos calculs, pour être sûr que la valeur de pi que vous avez utilisée ne soit pas limitante en termes de précision, que vous soyez tranquille. Voilà, alors tout simplement, là on utilisait directement la valeur donnée dans l'énoncé. Il faut savoir écrire en Python par contre un nombre en notation scientifique, bien utiliser un point pour les décimales et E
E-6 pour 10 puissance moins 6 est plus commode que faire Astérix 10, Astérix moins 6. Voilà, ça va plus vite, surtout qu'il va falloir le refaire un peu plus tard. Donc, diamètre du trou, c'était renseigné. L'incertitude sur la surface du trou, on ne vous demandait pas de renseigner ça. La deuxième ligne que vous aviez à compléter, c'était toutes vos valeurs de débit volumique en mètres cubes par seconde. Donc, si je reviens un instant sur le tableau que vous aviez complété, les valeurs de débit volumique, donc vous les aviez calculées à partir de cette formule-là. Alors vous pouvez aussi très bien sûr, prendre un petit tableur, mettre une fois la formule, et comme ça vous n'avez plus qu'à tirer, vous n'avez pas à faire 4 ou 5 fois le calcul. 4 ou 5 fois, ça va relativement vite, mais voilà. Vous pouvez aussi, c'est à peu près équivalent, je pense, que d'ouvrir un fichier Excel, taper une petite formule et tirer. En tout cas, c'est ces valeurs-là qu'il fallait rentrer en mètres cubes par seconde, comme c'était indiqué sur sur la ligne de commentaire du code, débit volumique en mètres cubes par seconde. Vous rentrez tout ça et ensuite il n'y a plus qu'à exécuter et vous verrez apparaître dans la colonne, dans la partie droite, le résultat du programme. Alors c'est parti, execute. Dans les conditions de l'expérience, avec un échantillon de 5 valeurs, la vitesse d'écoulement vaut 1,9 mètres par seconde avec une incertitude type de 0,05 mètres par seconde. Voilà, alors ce que j'ai recollé ici par-dessus le sujet pour qu'on l'ait sous les yeux. 1,9 mètres par seconde, plus ou moins 0,05 mètres par seconde. Voilà, alors après, compatibilité de la vitesse mesurée avec la valeur de la vitesse théorique. Donc là, on revient sur la formule qu'on avait en début d'énoncé, qui était ici, qui permet de savoir, est-ce que ça, c'est inférieur ou égal à 2. On va voir ça. Alors, on vous demandait, dans un premier temps, de calculer la vitesse d'écoutement théorique, parce que si on veut comparer notre expérimentation à la théorie, faut avoir notre valeur théorique, et on vous donnait, attention, il fallait repérer qu'à ce moment-là, on vous donnait aussi l'incertitude type. Donc, vous reprenez la formule qui vous était donnée, vous faites l'application numérique, attention, 20 cm c'est 0,2 m, vous ne trompez pas sur les unités, et vous trouviez 1,98 mètres par seconde. On voit déjà qu'on est bien sur le bon ordre de grandeur, on n'est pas mal du tout. Ensuite, conclure sur la compatibilité de la mesure avec la vitesse théorique issue de la relation de Bernoulli. C'est compatible si, voilà, alors là moi j'ai été un peu feignant, j'ai fait un copier-coller de la formule, si ça c'est inférieur à 2, soit vous utilisez vos valeurs d'expérience, la mesure c'était 1,9 mètres par seconde, la valeur théorique, le V théorique, c'était 1,98. L'incertitude de la mesure, elle était donnée par le programme Python, qui vous donnait une incertitude type de 0,05 mètres par seconde. Donc vous reprenez cette valeur-là, et le 0,01, c'est la valeur que qui vous était indiquée dans la page précédente de l'énoncé, ici, qu'il fallait récupérer. Donc vous faites votre petit calcul, sans vous tromper, avec les fractions, voilà, 1,9 moins 1,998, mais il y a des valeurs absolues, donc ça sera une valeur qui sera toujours positive. Voilà, la racine carrée dans la fraction, vous ne plantez pas avec vos parenthèses, et nous on avait un 1,57, c'était bien inférieur ou égal à 2 d'ailleurs. Donc notre mesure est compatible, on est content. Question suivante, où il fallait prendre un peu plus de recul sur l'expérience. Discuter de la validité de la relation de Bernoulli dans le cadre de cette expérience. Alors ici, votre relation de Bernoulli, dans l'absolu, elle dit quoi? Elle dit que la pression plus 1/2 de ρ v carré, qui est votre densité d'énergie cinétique, l'énergie cinétique par unité de volume, plus votre énergie potentielle gravitationnelle par unité de volume aussi, que tout ça c'est constant. Pression, énergie cinétique si vous voulez, énergie potentielle. Alors, pour que ce terme soit constant, il va falloir que H ne bouge pas trop. Avec la manip par exemple qu'ont choisi mes élèves, d'avoir une alimentation continue de la fontaine, ça marchait très bien. Si vous êtes dans le cas où vous avez une descente progressive du niveau d'eau, voilà, ça va dépendre. Vous pouvez dire mon eau elle est descendue de quelques centimètres, donc il y a quelques pourcents d'écart. Voilà, ça dépend de combien de temps vous avez laissé couler pour estimer ça. Ensuite, vous avez, par rapport à ce terme-là, vous avez la question déjà de est-ce que vous allez négliger la vitesse de descente dans l'équation de Bernoulli
de la surface du liquide. Bah ça dépend si votre bidon est large ou pas. Si vous avez un bidon très large avec un tuyau qui est très fin derrière, cette surface-là, et donc la vitesse à laquelle va descendre l'eau, puisque ce sera inversement proportionnel à la surface, comparé à cette section-là, et donc la vitesse à laquelle ça va sortir là, il n'y aura aucun problème. Si vous avez une bouteille, nous on avait une bouteille d'eau minérale qui n'était pas particulièrement large, et un tuyau qui était, voilà, on avait quand même un orifice qui n'était pas si petit, donc on peut se poser la question si ça va être vraiment négligeable. En termes de vitesse. Voilà. Ensuite, sur la pression, c'est la pression atmosphérique des deux côtés, donc il n'y avait pas de souci. Voilà pour ce sujet sur les fontaines de Versailles. Donc on voit qu'il y avait plusieurs protocoles possibles. Peut-être que vous aviez une idée d'un protocole encore différent ou des remarques par rapport à ce choisi. N'hésitez pas à les laisser en commentaire voilà, pour qu'on puisse en discuter. Merci et bon courage pour le bac. Ça se rapproche.